Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Afterlife Labs. Aujourd'hui, on va parler du monde des startups après la crise et les temps sont durs pour les startups en ce moment. Si celles qui sont le mieux capitalisées peuvent tenir entre 12 et 18 mois sans revenus, la trésorerie de beaucoup d'autres est en train de s'assécher. Par ailleurs, les consommateurs sont sur le point de resserrer leurs dépenses. La reprise va mettre plus de temps que prévu, mais surtout, la thèse de cet épisode est que cette reprise empruntera un chemin différent. Nous ne reviendrons pas exactement là où on avait laissé les choses, mais ailleurs. Alors les médias nous parlent de reprise en V, de reprise en U ou de reprise en L, c'est-à-dire de la capacité de l'économie à rebondir plus ou moins vite après le choc. Mais ces modèles sont en 2 dimensions seulement. Ils prennent en compte le temps et la valeur, c'est bien, mais ils ignorent complètement la structure de cette reprise. Quelles nouvelles habitudes vont être prises par les consommateurs et les entreprises après le SARS-CoV-2 ? Est-ce que les consommateurs vont vraiment dépenser comme avant, ou vont-ils commencer à épargner un peu plus ? Et n'y a-t-il pas des secteurs qui risquent de redémarrer différemment ? En regardant les choses de loin, l'économie finira bien par reprendre, que ce soit rapidement ou lentement. Cette reprise a de grandes chances d'être différente, et cet aspect-là mérite d'être pris en compte aussi. Et c'est cet axe Z qui représente schématiquement la structure de l'économie que propose Azeem Azhar d'Exponential View. Le post-Covid sera certainement différent à bien des égards du pré-Covid. Alors voici des exemples qui appuient cette tridimensionnalité de la reprise. D'abord, on peut regarder du côté de la Ligue de baseball américaine, la MLB, qui est en train d'étudier la manière d'organiser sa prochaine saison. Elle aurait l'intention de réunir ses 30 clubs en Arizona et de les faire jouer dans des stades vides de la région de Phoenix. Les équipes seraient confinées dans un hôtel et il ne leur serait permis de le quitter que pour se rendre au stade. On passe ainsi de 28 000 spectateurs présents par match à 0. Alors que ce projet aboutit son nom, le simple fait d'étudier sa faisabilité traduit un changement de paradigme qui est vraiment notable. Ensuite, il y a toutes ces conférences qui sont en train de passer en ligne. On avait déjà abordé cette tendance du remote dans un épisode précédent d'Afterlife Labs. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est la conférence Cogix, qui a accueilli 16 000 personnes en 2019 et qui a annoncé que son édition 2020 serait virtuelle et qu'elle accueillerait le double. Et en fait, des milliers de conférences sont en train d'emprunter la même voie, et certaines vont même plus loin en tirant parti de la réalité virtuelle. Les cours en amphithéâtre sont dématérialisés, les cours de sport avec coach se déroulent durant cette période de confinement sur Zoom, et dans mon domaine, je vois par exemple de plus en plus de hackathons virtuels se tenir. Et enfin, la confiance du consommateur est en train de s'éroder. Il se pourrait bien que la moitié des dépenses habituelles soient tout simplement coupées durant les prochains mois. En fait, lors de chaque récession, les consommateurs repoussent les dépenses non essentielles, comme l'achat d'une nouvelle voiture, et privilégient l'épargne, car celle-ci apporte un réconfort psychologique, elle rassure, et elle permet de mieux anticiper une aggravation de la crise actuelle. Mais cette situation fragilise encore plus certaines startups qui seront obligées de se réinventer. Il y aura donc des changements structurels certains, plus ou moins pérennes, couplés à une dépense resserrée et ralentie des consommateurs sur les prochains mois. Et on en voit déjà les prémices en Chine après le déconfinement. Le choc du coronavirus accentue les changements structurels. Ensuite, j'aimerais introduire une matrice simple qui permet de cartographier les startups en fonction de 2 aspects. Alors d'un côté, en fonction de la résilience de la startup, qui est mesurée principalement par sa capacité à survivre au cours des 24 prochains mois, combien d'argent possède-t-elle, quel est son burn rate, quel est l'impact de la coronacrise sur son secteur, et de l'autre, il s'agit d'évaluer la capacité de la startup à être dans le zeitgeist, c'est-à-dire dans l'air du temps, c'est sa capacité à répondre aux besoins du moment. Certains secteurs devraient connaître des reprises sans douleur, mais pour d'autres, si la reprise se produit, ces secteurs devront se reconfigurer radicalement. Neuro, par exemple, c'est une startup avec un fort Product Zeitgeist Fit. L'entreprise fait de la livraison sans contact en développant des sortes de buggy de livraison autonome. La pandémie de Covid-19 a accéléré le besoin du public de services de livraison sans contact. Notre flotte R2 est conçue sur mesure pour changer la nature même de la conduite et du mouvement des marchandises, en permettant aux gens de rester en sécurité à la maison pendant que leurs courses, médicaments et colis leur sont apportés. Et ça, c'est David Estrada qui est le Chief Legal and Policy Officer de Neuro. Donc là, c'est assez clair, on est complètement dans l'ère du temps. Et les startups qui rendent par exemple possible la télémédecine et les téléconsultations le sont aussi. Azeem Azhar a utilisé cette matrice pour créer des clusters de startups face à la crise sanitaire actuelle. Et il y a 4 clusters.
Le premier, c'est les startups du futur. Dans le coin supérieur droit, c'est toutes les startups qui représentent l'avenir. Ces startups sont résilientes et pertinentes. Elles s'apprêtent à passer des mois douloureux et elles devront peut-être même procéder à une nouvelle levée de fonds, mais elles en ressortiront plus fortes et plus efficaces, et surtout elles émergeront dans un marché qui est prêt à bien payer pour leurs offres. Le deuxième cluster, c'est celui des secondes chances. Dans le coin inférieur droit se trouvent les startups avec beaucoup de cash et éventuellement des franchises solides. Cependant, la prémisse de ces sociétés peut être ébranlée par la direction que va prendre notre économie dans l'axe Z. Ces entreprises sont peut-être moins pertinentes aujourd'hui, mais elles ont une réelle seconde chance. Un pivot rapide, réfléchi et bien exécuté les aiderait à repenser la façon dont elles fournissent leurs services pour s'inscrire dans l'ère du temps. Le troisième cluster, c'est celui pour lequel la priorité, c'est la survie. Dans le coin supérieur gauche se trouvent les startups dont la pertinence est réelle, mais dont le bilan est faible. De nombreuses entreprises de biotech, de santé, de télétravail ou même des fintech font partie de ce cluster. Ces startups sont à court de cash et devront se battre pour survivre. La bataille est surtout opérationnelle, mais elle en vaut la peine. Et enfin, en bas à gauche, il s'agit de toutes les startups dont l'essor reposait sur un marché du capital risque généreux et sur des consommateurs et des entreprises qui se comportent comme ils l'ont fait au cours des 5 dernières années. Or, les choses ont changé et leur raison d'être a peut-être été balayée par le coronavirus. Ils peuvent parier sur un rebond après l'épidémie, mais n'étant pas très solides face aux secousses, c'est un pari risqué. Alors pour prendre les meilleures décisions et identifier les actions appropriées, les fondateurs de startups doivent prendre en compte leur position sur cette matrice. Il y a des opportunités à saisir et des risques à maîtriser. Alors merci à vous de m'avoir écouté. Dans le prochain épisode, on parlera du futur des très grandes startups, les licornes, après la crise. À très bientôt.